Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Le 23 mai dernier, au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, Patrice Talon, face à son peuple, a prêté serment pour un nouveau quinquennat. Dans un discours empreint de solennité, le chef de l'État a fait plusieurs annonces dont le social, signe sous lequel est placé ce mandat. 2 jours plus tard, le chef d'équipe forme son gouvernement où la plupart de ses ministres sont reconduits. La surprise tout de même dans ce gouvernement aura été la suppression du ministère de la Communication. Et dans la vague des réunions hebdomadaires du gouvernement, de nouveaux préfets ont été nommés et d'autres annonces ont été faites. Ce soir, au cours de cette émission spéciale, nous vous proposons de faire le tour de l'actualité nationale avec celui-là même qui a été promu à l'occasion de la formation du nouveau gouvernement. Wilfrid Léandre Oumbédi est désormais secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Sans doute, la prime à la fidélité et à la compétence. Monsieur Oumbédi, bonsoir et félicitations. Bonsoir, Monsieur Kwekou, je vous remercie. J'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de conduire cette émission avec mon confrère François-Xavier Noumon, journaliste à ETélé. Bonsoir François-Xavier, c'est à vous. Bonsoir Ricardo, bonsoir Wilfrid Léandre Oumbédi et bonsoir chers amis téléspectateurs. Nous allons débuter cet entretien avec l'acte fondateur de ce quinquennat, c'est-à-dire la prestation de serment du président de la République. Patrice Talon, lors de son discours d'investiture ce 23 mai, a proposé une devise qui fera office de leitmotiv de son second mandat: liberté, démocratie et bonne gouvernance. Quelle est la juste compréhension que les Béninois doivent avoir de ce credo présidentiel? Je vous remercie, Monsieur Noumon. Le président Patrice Talon a observé, à l'occasion du quinquennat écoulé, que le souci de remettre la bonne gouvernance au cœur de l'action publique a commencé à porter ses fruits. Il a donc observé que, pour peu que les dirigeants décident d'être fidèles à leurs paroles, d'être fidèles au peuple et à la République, en exécutant leur magistère comme il conviendrait, plutôt que de s'attarder sur les problématiques politiciennes, les marchandages de toutes sortes, que les résultats sont au rendez-vous. Et donc, il en a déduit que si depuis 1990, avec le retour du renouveau démocratique, nous avons fait en sorte de défendre régulièrement nos libertés et la démocratie chèrement acquise, comme nous aimons à le dire, il nous avait toujours manqué quelque chose. C'était la bonne gouvernance au cœur de l'action publique. Et parce que les résultats ont commencé à être de plus en plus visibles, le chef de l'État pense que, effectivement, il faudrait désormais allier à ces deux exigences une troisième, c'est-à-dire la bonne gouvernance. D'où l'idée qu'il se fait que sa propre devise, et celle que nous devrions tous partager désormais, devrait donc effectivement être liberté, démocratie et bonne gouvernance. Oui, si on s'appesantit un peu sur le contexte de ces dernières élections présidentielles, n'est-ce pas là un pied de nez à ceux qui pointent du doigt le Bénin comme étant une terre des moins favorables à la liberté d'expression, au respect des droits de l'homme? Mais vous savez très bien, Monsieur Noumon, qu'en général, ceux qui font ce procès ou ceux qui font cette observation du Bénin, c'est des gens qui n'ont pas grande connaissance de nos réalités ni de ce qui se passe et qu'ils se contentent généralement de ce que quelques-uns d'entre nous, du fait de leur position politique ou attitude politicienne, veulent bien répandre du pays. La réalité est que nous avons commencé à faire des changements majeurs qui nous surprennent nous-mêmes en tant que peuple béninois. Des changements qui font qu'il n'y a plus de place pour l'impunité. La responsabilité revient au cœur de l'action publique et donc chacun est libre, comme chacun a toujours été libre de ses actes et de ses paroles dans notre pays. Sauf que maintenant, chacun doit être prêt à répondre également de ses actes et de ses paroles. C'est tout ce qui a manifestement changé depuis 2016 dans notre pays et que ceux qui ne comprennent pas encore mettent sous le coup d'un certain resserrement démocratique ou d'un virage autoritaire, comme ils aiment à le dire. Le président Talon lui-même résume tout cela en disant « Si nous avons perdu quelque chose, c'est probablement le droit de faire des choses impunément. Certaines choses que nous avions coutume de faire, et même allant jusqu'à penser que cela va de soi. C'est naturel qu'il en soit ainsi. Nous avons commencé à y mettre fin, et tout cela est pour le bien du pays et pour le bien de nos populations. » Alors, dans son discours d'investiture, le président Patrice Talon a eu à faire une annonce. Ce mandat sera hautement social, a-t-il dit. Qu'est-ce qui va concrètement changer pour le commun
des Béninois au cours de ce quinquennat? Ce qui déjà ne va pas changer, c'est que le souci de la bonne gouvernance restera présent au cœur de l'action du président Patrice Talon et de son gouvernement. Ce qui ne va pas changer, c'est que la dynamique impulsée depuis 5 ans va être maintenue et que les résultats qui ont commencé à être visibles vont se faire de plus en plus amples. Et on peut retourner à la genèse de ceci, c'est-à-dire au 16 décembre 2016, au lancement du PAG, pour se souvenir que le 3e pilier du programme d'action du gouvernement, c'était déjà améliorer les conditions de vie des populations béninoises. C'est cela le social. Mais pour y arriver, un premier pilier visait le renforcement de l'état de droit et de la démocratie, et un deuxième pilier consistait à engager la transformation structurelle de l'économie béninoise afin qu'elle soit de plus en plus résiliente, qu'elle crée de plus en plus les conditions d'un mieux vivre individuel et collectif. Et donc, toutes les actions qui ont été engagées depuis 5 ans vont être intensifiées, vont être poursuivies pour qu'à l'atterrissage, leurs effets impactent significativement la vie de nos populations. Quand on a pris l'exemple de l'eau, n'est-ce pas du social que d'apporter de l'eau partout dans notre pays, quand on sait qu'il y a des localités au Bénin où le mètre cube d'eau est finalement acheté par les populations à 1 000 francs, 1 500 francs, voire plus, le mètre cube, parce que l'eau n'est pas disponible. Lorsque l'État, un gouvernement s'engage et fait des efforts conséquents pour porter l'eau potable partout, vous n'avez pas idée de ce que cela représente dans la vie quotidienne de nos compatriotes. C'est la responsabilité de l'État de porter de l'eau aux concitoyens. Tout à fait, mais pourquoi n'en a-t-il pas toujours été ainsi, M. Kweku? En 2016, nous étions à 45% de taux de desserte nationale. Entre 2016 et 2021, nous sommes passés à 70%. C'est vous dire le chemin qui a été fait. Mais l'ambition, c'est bien de porter la disponibilité de l'eau partout et donc à 100% sur le territoire national. Et cet engagement, le président Patrice Talon l'a pris pour l'horizon 2023. Vous parlez de social. Vous savez, le président Patrice Talon a annoncé, le candidat à sa succession a annoncé que au cours de ce 2e mandat, il allait réhabiliter le système sanitaire de notre pays. Et entre autres mesures envisagées, le recrutement de 3 000 agents de santé. C'est important. Mais nous venons de faire 1 600 dès les premiers jours, les premières semaines de ce nouveau mandat. 1 600, dont les résultats ont été rendus publics il y a quelques heures par les autorités qui ont organisé ce concours, le ministère du Travail, le ministère de la Santé. Au-delà des 1 600 de nos compatriotes qui viennent ainsi de réussir, imaginez quand ils vont être déployés dans les centres de santé, la disponibilité du service public de la santé à nos compatriotes. Cela également participe des mesures du gouvernement pour faciliter la vie aux uns aux autres, et donc c'est un aspect du social. Quand il dit que le mandat va être hautement social, oui, c'est faire en sorte donc que toutes les actions, tous les projets, tous les programmes qui sont mis en œuvre par le gouvernement aboutissent réellement et impactent notre vie au quotidien. C'est important qu'on soit sur la même longueur d'onde parce que vous avez vu dans l'opinion publique, il y a eu une certaine, on va dire, frénésie par rapport à cette annonce. Même les opposants ici ont mis, peut-être ironiquement. Pourquoi ça suscite tant de remous, d'après vous, de commentaires? À l'évidence, M. Noumon, nous avons, par le passé, nous avions eu une conception erronée du social. Celle que le président Patrice Talon a entrepris de corriger très tôt. Le social, pour nous, en tout cas jusqu'en 2016, c'était quand un président de la République pouvait passer dans le pays presque tous les week-ends. C'était quand les ministres, les députés, les DG pouvaient retourner dans leur village, dans leur commune d'origine, tous les week-ends, organiser quelque chose et distribuer un peu d'argent. Mais cet argent-là, nous étions jamais interrogés sur sa provenance réelle, sur son caractère licite ou non. À la vérité, pour la plupart, et l'on sait, et vous, les hommes des médias en particulier, vous savez très bien que la plupart des personnes qui se comportaient ainsi ne sortaient pas l'argent de leur poche. C'était bien l'argent de l'État qui, d'une manière ou d'une autre, atterrissait dans les poches privées. Et l'action du président Patrice Talon a été de mettre fin à cela, en commençant à assainir la gestion des finances publiques. Et donc, pour que l'argent de l'État reste à l'État et aille aux populations dans leur ensemble, plutôt qu'à des privilégiés qui, parce qu'ils sont en position de directeur, de député, de ministre ou de chef de service, peuvent avoir accès à cet argent-là, s'en servir et aller redistribuer des miettes aux populations, mais sans jamais
se concentrer sur l'essentiel à faire, c'est-à-dire améliorer au quotidien la vie des populations. Est-ce à dire, M. Wilfried Léon-Gbedji, qu'on peut desserrer désormais la ceinture, cette expression à laquelle on s'est habitué au premier quinquennat, et que le panier de la ménagère sera plus fourni? Dans tous les cas, tout ce qui est fait, et j'ai rappelé les 3 piliers du PAG, c'est pour qu'à l'atterrissage, nos conditions de vie soient améliorées. Monsieur Pekou, je ne sais pas où vous habitez, mais si vous aviez l'habitude, avant les travaux d'asphaltage, Je suis à Calavi. Avant les travaux d'asphaltage, si vous êtes à Calavi, aujourd'hui vous avez au moins 3 moyens de rallier Cotonou une fois que vous êtes à Togoudou. Bien sûr. Ou à Ouédonou, pour être plus précis, à Ouédonou. Mais avant les travaux d'asphaltage, vous auriez peut-être mis 1 heure entre Calavi et Cotonou. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre 30 minutes. Les 30 minutes vous font un gain en carburant, vous font un gain en temps. Et vous gérez moins de stress, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Cet impact-là, même s'il n'est pas visible, même si on ne peut pas l'appréhender physiquement, il n'est pas à négliger. Et tout cela participe du social, participe de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Quand vous sortez de votre service le soir, et qu'avant vous devriez mettre 1h30, 2 pour rentrer, ou même que vous étiez obligé d'attendre très longtemps, que la circulation se vide, et vous étiez là parfois à ne rien faire au lieu d'aller vous reposer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si vous sortez d'ici, vous avez le choix entre passer par la route des pêches, prendre la voie normale, aller passer par Fifadji, et il y a de plus en plus d'offres en termes d'itinéraire, en termes d'axes routiers à prendre, et donc tout cela vous touche même si vous n'en avez pas conscience. Toujours pour rester sur ce discours d'investiture, le ton de ce discours laisserait presque penser que les réformes politiques majeures sont maintenant derrière nous. Est-ce juste? Les grandes réformes politiques promises par le candidat Patrice Talon en 2016 ont été entreprises pour la plupart et réussies. Les acteurs politiques les ont accompagnés et nous y sommes. Mais après, la vie est dynamique. La vie d'une nation est dynamique. On peut dire que sous ce chapitre-là, l'essentiel a été fait. Il n'en demeure pas moins que si la vie de tous les jours, la perspective de faire davantage bien les choses nous présente de nouveaux défis, de nouvelles corrections à faire ou de nouvelles innovations positives qui améliorent nos pratiques politiques et institutionnelles, si cela apparaît, je suis sûr que la classe politique dans son ensemble conviendrait bien que cela sera utile à faire et donc on ne peut pas dire que la porte soit définitivement fermée pour les réformes. Et vous parlez de la classe politique. Dans son discours, le président de la République a invité les uns et les autres à taire les querelles pour se concentrer sur l'essentiel qui est justement d'améliorer les conditions de vie des populations béninoises. Est-ce à dire que le président de la République pourrait éventuellement revenir sur cette annonce qu'il a eu à faire sur les chaînes internationales quand on lui a demandé s'il allait gracier ou pas ceux qui ont été épinglés par la justice au cours des derniers événements de violence pendant la période préélectorale? Si vous avez bien suivi et compris le président de la République, ce n'est pas de ça qu'il est question. Le président de la République, père de la nation, demande que nous soyons unis, que dans la cohésion, nous fassions face à ce qui nous concerne tous, ce qui nous attend tous, lutter contre la corruption, lutter contre la pauvreté, le sous-développement, et faire en sorte que, tous ensemble, nous ayons de meilleures conditions de vie. Cela ne veut pas dire que, parce que l'on est béninois, de gauche ou de droite, de tel parti ou de tel autre, de la mouvance au pouvoir ou de l'opposition, que l'on serait du jour au lendemain, et par cette annonce, absous de tout ce que l'on a pu faire avant comme impair. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Et le président Patrice Talon est resté égal à lui-même, par ailleurs, quand il a répondu à vos confrères de chaînes internationales qui cherchaient à savoir effectivement s'il y aurait une action dans ce sens. Il a dit qu'il n'en était pas question. C'est le sens de responsabilité. C'est le sens de responsabilité pour la simple raison que certains de nos compatriotes s'étaient déjà rendus coupables de faits répréhensibles en 2019 et il paraît que certains parmi ceux-là se retrouvent encore aujourd'hui dans les faits de 2021. Si vous passez le temps à pardonner les mêmes faits, vous n'encouragez pas les gens à s'anoblir. Donc, pas de dégel à l'horizon. C'est quoi le dégel pour vous?
On peut s'entendre quand même que ces derniers mois, on peut noter quand même une crispation hein, de l'atmosphère politique. La question, c'est que de ce côté-là, il y a rien du côté de la mouvance à entreprendre vis-à-vis de l'opposition dans son ensemble. J'ai noté que un peu avant les élections, c'était de nos compatriotes qui, jusqu'à un temps récent, étaient dans une posture d'opposition franche, farouche, à la limite même de calomnie contre la personne du chef de l'État. On fait la démarche, on cherchait à le rencontrer et qu'ils ont été reçus. Et on a tous suivi leur déclaration après. Ils ont témoigné qu'ils avaient rencontré un homme qu'ils ne connaissaient pas parce qu'ils ont passé le temps à le juger de loin. Donc si demain, les personnes auxquelles vous pensez faisaient la même démarche, cherchaient à rencontrer le chef de l'État en considérant enfin que c'est bien lui, le président de la République, moi je peux vous rassurer que le chef de l'État est tout disposé à discuter avec l'ensemble de ses compatriotes, quelle que soit leur obédience politique. Pour refermer cette lucarne de l'investiture, symboliquement et politiquement, on pourrait quand même relever l'absence des anciens présidents de la République à cette cérémonie, mais aussi ceux étrangers. Est-ce un non-événement ou qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Votre préoccupation a deux volets. Oui. Sur les anciens présidents de la République du Bénin. Il n'y en avait aucun. Il y en avait, et actuellement, nous en avons deux en vie. Oui. Nous en avons deux en vie. Mais c'est vrai qu'aucun d'eux n'était au stade Charles de Gaulle. Absolument. Mais je peux vous rassurer que, Ils n'ont pas été invités. conformément aux pratiques républicaines, ils ont reçu leur carton. Le chef de l'État s'est assuré que les cartons leur ont été transmis régulièrement. Parce que nous aspirons à faire les choses bien. Les querelles de personnes ne peuvent pas supplanter la République. Au demeurant, le chef de l'État, lui, il n'en a après personne. Mais on sait très bien qu'il y en a qui ne le voient pas dans la position qui est la sienne. Pourtant, il a veillé à s'assurer que tous ceux qui, suivant les normes protocolaires, suivant les pratiques républicaines, devaient être invités, l'ont été. Et donc, ces personnalités, nos anciens présidents, ont forcément reçu ou directement ou au moins à leur domicile les cartons d'invitation. Il leur appartenait ensuite d'apprécier l'opportunité d'être à la cérémonie ou de ne pas y être. S'agissant des délégations étrangères, il ne vous a pas échappé que déjà en 2016, le président élu n'avait invité personne. Tout comme même celui en place qui organise la cérémonie n'en avait invité. À la vérité, c'est que il n'est que de pratiques africaines. Et encore, elle n'est pas partout répandue de voir à l'occasion d'une activité comme celle-là, qui devait être de l'entre-soi républicain, et de voir que l'on invite d'autres à venir siéger pour suivre. Cela ne répond en réalité à aucune norme diplomatique ou protocolaire. Et c'est la raison pour laquelle, ayant décidé de mettre le Bénin sur les rails du développement, de nous amener à faire les choses convenablement, déjà en 2016, le président élu n'avait pas invité, et cette année non plus, il n'y en a pas eu. Et nous espérons bien qu'au-delà du président Talon, cette pratique va continuer à se poursuivre. Si après votre investiture, vous avez des amis étrangers que vous voulez faire venir, donc des officiels, que vous voulez faire venir chez vous pour célébrer votre victoire, c'est un autre fait. Voilà. Mais ce qui a été fait, l'a été conformément aux règles et pratiques républicaines et protocolaires. Alors, Wilfried Léon Mbedi, dans la foulée de l'investiture, on a eu droit au tout premier gouvernement donc du deuxième mandat du président Patrice Talon, un gouvernement qui ne présente pas vraiment de mouvement. La plupart des ministres sont restés. Et vous pouvez nous dire un peu quelle est la logique qui a prévalu dans le maintien de presque toute l'équipe gouvernementale? La logique, la seule qui a valu, c'est cet engagement sans limite au service du Bénin. Il n'y a pas d'autre raison. Pourquoi? On sait tous, et c'est ce qui vous a surpris, que en pareilles circonstances, les partis politiques ont leur appétit aiguisé, attendent légitimement un certain retour de manivelle et espèrent envoyer les leurs au gouvernement. Nous sommes dans un contexte où des réformes majeures ont été entreprises depuis 5 ans, commencent à produire du résultat, et le chef de l'État a considéré que si aujourd'hui il devait faire un réaménagement d'envergure de l'équipe gouvernementale, il y aurait quelque part une sorte de recommencement de l'œuvre. Parce que vous soyez le plus intelligent de tous ou pas, si vous êtes appelé là, vous aurez un certain temps d'accommodation,
avant de prendre vraiment le rythme de ce qui est en cours. Et pour le président Talon, cela aurait été du temps perdu pour le Bénin et pour les Béninois. Les défis qui sont à relever sont de nature telle qu'il le dit lui-même. Il n'y a pas, même si la fonction est politique, à faire de clientélisme politique. Donc, le président a parlé avec les partis qui le soutiennent pour leur expliquer sa démarche, sa logique, et je crois qu'ils se sont compris pour ne pas donc s'attendre à l'occasion de ce remaniement-là à faire une entrée massive au sein de l'équipe gouvernementale. Et ça, c'est l'attitude d'un homme d'État, pas d'un politicien, d'un homme d'État. L'homme d'État qui est soucieux de ce que son pays va devenir, qui est soucieux de l'avenir des générations qui arrivent, qui montent. Autrement, politiquement, rien ne lui interdisait, vous en conviendrez, d'ouvrir, de réaménager même totalement. On a vu dans ce pays un président qui, en 10 ans de pouvoir, a quand même utilisé pas moins de 165 ministres. En 10 ans, a mis 10 directeurs généraux à la tête de certaines sociétés d'État. 9, 5 ou 7 parfois, mais jusqu'à 10 en 10 ans. Ce qui fait une moyenne d'un directeur général par an. Et quand vous voyez le nombre de ministres en 10 ans, c'est énorme. À la vérité, les couacs que nous avons connus dans la gouvernance, les défauts de résultats que nous avons connus, ne sont pas seulement imputables à toutes ces personnes qui ont été DG ou ministres, elles le sont d'abord au chef qui a ainsi opéré, mais aussi à tous les politiques qu'il y avait autour et qui n'avaient pas vu les choses dans le sens de la grandeur. C'est cela que nous essayons de corriger et c'est à ça que le président Patrice Talon nous invite depuis 5 ans maintenant. Pas de clientélisme politique, d'accord, mais on note quand même que le PRD a fait son entrée dans le gouvernement, à la différence des deux autres. À quoi est dû ce choix du PRD? Le président Patrice Talon, en rencontrant les partis dont vous parlez là, le PRD, l'UDBN et Moël Bénin, dans la foulée de l'élection présidentielle, leur avait dit qu'il apprécie énormément leur contribution à la réussite de son mandat, leur soutien indéfectible, et qu'il ferait ce qu'il devrait faire pour corriger ce qui a semblé à leurs yeux être un certain mépris politique. Il n'a jamais été question de faire entrer tout le monde au gouvernement. Si vous avez été attentif, et vous pouvez dérouler à nouveau les bandes, vous n'aurez jamais entendu le président promettre que tout le monde viendrait au gouvernement. Et donc, sur l'ensemble, il a fait le choix, en discutant avec les uns et les autres, que là, le PRD devait entrer au gouvernement. Et vous avez vu après, et les autres ont eu des postes de commandement, notamment au niveau des préfectures qui viennent d'être pourvues. Non, je lis ça en termes de respect de la parole donnée. S'il ne l'avait pas fait, vous lui auriez rappelé mais il a promis des choses à ces partis-là, il n'a pas respecté. Et ces partis, je crois, sont désormais encore plus convaincus de ce que, face à eux, leur partenaire, c'est quelqu'un qui sait tenir ses engagements. Vous pouvez appeler ça remerciement si vous voulez. Moi, je considère que c'est le respect de la parole donnée. Venons-en à cette surprise qu'on a notée dans ce gouvernement. Eh bien, pas de trace du ministère de la Communication. Le ministère a tout simplement été supprimé. Qu'est-ce qui explique cette décision? L'ambition que le président de la République a affichée a été d'appréhender le ministère de la Communication comme il a généralement été dans notre pays. Il était devenu beaucoup comme un organe de propagande, il a dit. Presque systématiquement, le titulaire de ce portefeuille était chargé d'être le porte-parole du gouvernement. Et le président Talon considère qu'il y avait un peu comme un mélange des genres. Et dans le contexte où nous avons la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui est l'institution constitutionnelle chargée de s'occuper des médias, de leur développement, de leur émancipation, de veiller au respect et à la protection de la liberté de presse, il a fait l'option qu'à l'avenir, la HAC devait être mise au service donc du développement des médias en devenant leur principal interlocuteur, leur autorité de tutelle. Il n'en demeure pas moins que dans l'immédiat, formellement, le secteur de la communication est sous le ministère du numérique et de la digitalisation. Donc, le secteur de la communication est passé formellement sous le ministère du numérique et de la digitalisation, en attendant que la HAC voit avec ses acteurs et les professionnels des médias eux-mêmes quelle est la meilleure façon de gérer ce qui vient. C'est un défi pour l'avenir en réalité.
Vous avez peut-être été surpris par le timing de l'annonce, mais c'est un défi à relever. Moi, j'ai le sentiment que c'est un acte fondateur d'une nouvelle dimension de la liberté de presse dans notre pays. Comment? Les puristes observent que nos pays africains sont tels que la presse est généralement sous l'emprise du pouvoir exécutif notamment. La Constitution du Bénin ayant fait les choses de façon à séparer les pouvoirs, faire en sorte aujourd'hui que le gouvernement, directement, ne soit plus forcément celui qui imprime le rythme aux médias. Je pense que c'est un acte politique fort, c'est beaucoup de courage politique que de faire ça. Et demain, les médias pourront davantage s'émanciper, exercer sans tenir compte de ce que le ministre de la Communication nous dirait ci ou nous dirait ça. Moi, je crois que on appréciera suffisamment les vertus de cette annonce dans les années à venir et que pour le moment, passer la surprise, il faut se consacrer à voir comment on met en œuvre au bénéfice de tous et surtout au bénéfice des professionnels des médias. Beaucoup n'y croient pas. Alors, qu'est-ce qui explique cette fébrilité? C'est peut-être à mettre sur le coup de la peur du lendemain, la peur de l'inconnu. Parce qu'il faut l'avouer, dans l'immédiat, ça apparaît comme l'inconnu. Mais au moins l'institution est en place, ce n'est pas une institution à créer à nouveau. Ses prérogatives constitutionnelles lui permettent déjà de prendre en charge le secteur. Mais il y a quelques aménagements à faire encore pour que les choses se fassent au mieux. Mais la RAC, c'est un organe régulateur. Bien sûr, c'est un organe régulateur, mais en même temps, la Constitution en a fait l'organe protecteur des médias. Qui mieux que celui qui vous protège peut encore vous aider à vous émanciper. Et moi, je suis convaincu que le choix du président, encore une fois, peut faire débat actuellement. Mais dans l'avenir, on appréciera ses vertus. On peut donc espérer que la presse, sous le deuxième mandat du président Patrice Talon, se porte encore mieux, constitue une priorité réellement pour le chef de l'État. En tout cas, vous pouvez être rassuré que nous avons envie de faire bien les choses pour que, y compris les secteurs dans lesquels, par le passé, on a été retoqué, critiqué, de bonne ou de mauvaise foi, que les choses s'améliorent. Vous savez qu'il y a toujours eu des critiques par rapport à la confusion des gens, par rapport au choix, par rapport à la gestion au quotidien de cette mastodonte. Alors, comment ça va se passer? J'ai dit que le secteur dans son ensemble est passé sous tutelle du ministère du Numérique et de la Digitalisation. La conséquence, c'est que les médias de service public ont pour autorité de tutelle le ministre du Numérique et de la Digitalisation. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Wilfrid Léon Mbédi, le gouvernement a procédé à la nomination de nouveaux préfets, 5 en l'occurrence. Alain Oronla vient, je dirais, mettre fin à l'intérim assuré par Jean-Claude Kodia dans le littoral. Est-ce, Wilfrid Léon Mbédi, porte-parole du gouvernement, un lot de consolation pour celui-là qui a été quand même fidèle au gouvernement? Moi, je ne vois pas en termes de lot de consolation. Encore une fois, je sais que les gens de presse ont le sens des formules et veulent toujours voir une explication derrière chaque acte. Non. Le chef de l'État, d'ailleurs, au soir du remaniement, a dit, toujours sur la chaîne de vos amis, parlant de M. Oronla, qu'il n'a pas démérité. Non, que c'est quelqu'un de très compétent. Et donc, on l'envoie s'occuper d'un autre secteur, non en termes de consolation, mais en termes d'apport à la construction de la République, à la réalisation des objectifs du gouvernement au profit des Cotonois et au profit des Béninois dans leur ensemble. Donc on peut supposer que la même explication vaut pour l'UDBN et Mouel Bénin, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui ont respectivement pu se placer pour 2 préfectures, le Mono et Lomé respectivement. Et je suis sûr que ces partis ne se plaignent pas d'avoir été positionnés à la tête de ces préfectures. D'ailleurs, c'est moins les partis qu'il faut voir que les personnes compétentes qu'ils ont proposées à la désignation du chef de l'État et qui ont bénéficié de sa confiance et de celle du gouvernement dans son ensemble. Il y a une question très importante, un sujet très important sur lequel il urge de revenir, c'est la révocation du maire de la commune de Banté au dernier point de presse, donc à l'issue du Conseil des ministres. Vous l'avez évoqué, le maire de Banté qui a été donc révoqué. Est-ce que cette décision, si elle est conforme au test, peut s'affranchir de toute lecture politique? Il est loisible à chacun, au regard du développement de l'actualité, au regard des faits générateurs de l'absence du maire, d'interpréter comme il veut. Le plus important,
en régime démocratique et dans notre système, c'est comme vous le dites, de vous assurer que ce qui est fait l'a été conformément au test de la République. Et vous avez vu l'argumentaire tel que présenté, vous pouvez fouiller, vous verrez que à la date où la décision a été prise, les faits étaient ceux qui ont été rapportés. Et donc depuis le 13 avril, le maire est absent de son poste et cela, il va sans dire, fragilise l'administration de la commune, fragilise le service public que la commune doit rendre aux populations, à nos frères et sœurs de la commune de Banté. Mais l'inquiétude reste et demeure parce qu'on a évoqué des fautes lourdes, ce qu'on n'a pas vraiment compris. Ben, il en répondra puisque la décision a été prise sur la base de faits constatés, de rapports déposés. L'intéressé a été invité à des séances de travail par son autorité de tutelle et n'a pas cru devoir répondre. Une fois que la décision est prise, elle va être appliquée. Après, il lui appartient, en droit, de chercher à contester s'il veut et à faire la preuve du contraire. Donc, à l'étape actuelle, aucun débat ne se pose même sur la régularité de ce qui a été fait. Mais qu'est-ce qui se passera par la suite? Banté sera dirigé par qui? Un nouveau maire va être élu sur la base de ce que prévoient les tests. Et c'est bien ce que le compte-rendu du Conseil des ministres a laissé entendre. Donc, si on vous entend, ça n'a aucun lien avec les dernières violences survenues lors de la présidentielle. Pourquoi la question se pose? Parce qu'il y a un autre adjoint qui a été appréhendé il y a quelque temps dans ce cadre. La question se pose fondamentalement. Il appartient au maire de Laourou de vous dire pourquoi depuis le 13 avril, il n'est plus à son poste. Si d'aventure, les faits que vous évoquez font partie des raisons pour lesquelles il est absent, la justice, à un moment ou à un autre, rendant compte au peuple béninois de la gestion judiciaire qui aura été faite de tout cela, nous édifiera sur la partition que tel ou tel a pu jouer dans tout ce qui est arrivé. Voilà. En parlant de justice, notamment en l'occurrence, on sait bien que vous n'êtes pas procureur de la République, mais on peut s'étonner quand même que par rapport aux affaires en cours, qu'aucune information ne fuite jusque-là. On ne sait absolument rien sur ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est quoi les affaires en cours? Vous savez qu'il y a des milliers et des milliers d'affaires dont nos tribunaux et cours connaissent. Et donc, je ne peux pas deviner de quelles affaires vous parlez. On va parler de l'affaire Madougou, on va parler de Madougou, on va parler de Joël Aïvor, pour ne citer que ces deux affaires-là. D'accord. Et j'ai noté que, au moins sur le cas de la première citée, la justice, le procureur spécial, après la criette, à un moment donné, a monté au créneau pour expliquer de quoi cela retourne. J'ai cru entendre aussi, en écoutant les uns et les autres, y compris les défenseurs de nos compatriotes concernés par ces affaires, que le dossier ou les dossiers seraient programmés pour être enrôlés dans les prochaines semaines et que la justice sera dite. Après, le temps judiciaire n'est pas forcément le temps médiatique ou le temps politique. Il faut laisser la justice faire son travail sereinement et rendre un travail de qualité qui rassure les uns et les autres de ce que le Bénin est un état de droit et que quand l'on a affaire à la justice béninoise, l'on peut sereinement déférer à ces convocations, aller répondre, se défendre et se voir innocenté ou condamné si l'on est exempt de tout reproche ou si l'on a des choses à se reprocher. Mais sur ce cas, justement, M. Wilfried Léon-Mbédi, les avocats de l'intéressée ont demandé à ce qu'elle soit évacuée parce que, justement, elle n'est pas en très bonne santé et puis elle a été privée de beaucoup de choses dans sa cellule. Je note que vous êtes affirmatif, M. Pékou. Moi, je n'ai pas rencontré l'intéressé, vous non plus. Les avocats, vous savez, c'est leur rôle de défendre leurs clients, y compris par tous artifices utiles pour leur permettre d'obtenir gain de cause. Moi, je ne vais pas me prononcer sur la qualité de ce que disent ces avocats. Je sais encore que jusqu'à nouvel ordre, il y a des autorités judiciaires en place chargées d'apprécier les demandes formulées par les personnes mises en cause ou leurs avocats et de faire suite ou non. En l'espèce, des demandes ont peut-être été formulées. L'administration judiciaire y a opposé les réponses qui lui semblaient les plus adéquates dans les circonstances actuelles. Et je n'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus. Une autre question qui a fait polémique ces derniers jours, c'est la fameuse question des poubelles homologuées de la SGDS.
qui a nourri un début de polémique, les 25 000 francs CFA par ménage. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je crois que dès le départ, il y a eu une malcompréhension quelque part du média qui a fait ce relais. La Société de gestion des déchets solides a rencontré un groupe de PME partenaires pour leur expliquer ce qui est en cours, ce qui va advenir. D'abord, nous sommes tous conscients aujourd'hui que nos villes ont commencé à être de plus en plus avenantes, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus propres, aussi bien les rues que les axes principaux. Nous sommes également témoins de ce que le gouvernement a investi beaucoup d'argent. Et tous ceux qui voient les équipements de cette société passer se réjouissent de voir que c'est des équipements modernes et de qualité. Pourquoi ne pas aller au bout de cette logique en faisant en sorte que dans nos quartiers, devant nos maisons, les équipements que nous mettons en place pour recueillir les déchets soient quand même quelque part à niveau, on va dire, pour approcher les standards de ce que fait la société. Si vous êtes attentif autour de vous, et moi je vois ça, dans votre quartier, vous allez voir que déjà, nos compatriotes ont commencé à faire des efforts pour assembler les ordures et les déposer en attendant le passage des agents de la société. Mais dans nombre de cas, les réceptacles qui contiennent ces ordures ne sont pas indiqués. Certains, parce que c'est peut-être le moyen dont ils disposent dans l'immédiat, mettent un panier sans fond. Les agents de la société qui arrivent, leur devoir n'est pas de venir balayer nos devantures. Leur travail ne consiste pas à venir rassembler les ordures avant de les enlever. Elles doivent être déjà assemblées et on nous encourage même à les trier. Donc, ce que la société demande, c'est que chaque ménage, ou en tout cas un groupe de ménages, qu'on fasse en sorte que devant une maison ou dans les environs, il y ait une poubelle, comme elle dit, homologuée. Parce que cela correspond aux équipements qu'elle a, la facilité de les soulever, de les vider pour les déposer. Et ce qui est dit, en fait, ce n'est pas l'obligation d'aller prendre une poubelle à 25 000. C'est l'obligation d'avoir une poubelle homologuée, une poubelle qui corresponde aux standards de la société. Après, vous pouvez aller partout chercher votre poubelle. Si vous la trouvez à moins de 25 000, libre à vous de la prendre. Mais j'ai pu dire, et je confirme, que la société, les 25 000 qu'elle indique aujourd'hui, sont inférieurs au prix pratiqué sur le marché pour la même gamme de poubelles, que ce soit dans nos marchés, dans Tokpa, Saint-Michel ou dans les grandes surfaces. Mais au demeurant, la finalité de l'action de la société de gestion des déchets solides, c'est quoi? C'est de nous débarrasser des ordures. C'est de nous débarrasser des déchets solides ménagers. C'est de faire en sorte que le cadre de vie soit de plus en plus propre, de plus en plus attrayant. La société, si elle rentre dans une rue et qu'elle a, par exemple, 100 habitations, mais qu'il y a 70 ou 80 poubelles qui recueillent les ordures de toute habitation, la société ne s'en plaindrait pas. Et donc, une réflexion consisterait, par exemple, dans une maison où il y a peut-être 10 locataires. Pourquoi ils ne s'entendraient pas pour prendre une poubelle de 25 000 et la mettre au portail? Si dans la rue, on voit un pâté de maisons et que 2, 3, 4 personnes propriétaires décident de se mettre ensemble pour prendre une poubelle homologuée, une poubelle aux normes, et la poser à un endroit où chaque habitation peut rapidement la rejoindre, que les habitants de ces maisons aillent déposer leurs ordures, cela ne gênerait pas la société. Dans tous les cas, donc, ce qui préoccupe, c'est d'avoir des réceptacles convenables pour que les ordures ne se dispersent plus n'importe comment et que les agents de la société ne deviennent pas des balayeurs ou autre chose. Mais 25 000 francs, M. Wilfried Léon-Gbeji, pour le Béninois, c'est difficile. Voilà pourquoi je viens de vous dire que l'on peut mutualiser. Monsieur Kweku, je suis sûr déjà que vous, parce que vous êtes journaliste, sans doute vous en avez un peu plus que la moyenne des Béninois, vous pouvez faire l'effort dans votre rue, si vous pensez qu'il y a des gens pour qui c'est inaccessible, d'acquérir la vôtre et d'en acquérir une autre pour venir en aide. Oui, mais je vais vous donner un exemple. Pour que vous voyez la dynamique qui est en cours. Quelqu'un a rencontré une compatriote, une de nos compatriotes, une maman retraitée,
quelque part dans Calavi récemment. Et puis, elle était heureuse de lui dire, j'ai été payer mes impôts. Et bon, vous avez payé les impôts, oui, combien? 70 000. Et on lui demande, mais combien vous aviez l'habitude de payer? Elle dit, je ne payais rien. Ah oui, mais et alors pourquoi vous êtes allé payer cette fois-ci? Et vous savez la réponse qu'elle a faite? Elle dit, mais avec tout ce qui se passe de bien dans le pays là, moi je n'ai rien mis dedans, ma contribution. Et c'est ça qu'il a décidé à aller payer impôt. De la même façon, c'est vrai, votre préoccupation. Mais pourquoi des gens comme vous, comme moi, ne se disent pas autour d'eux, c'est vrai, là où nous allons là, c'est très ambitieux, c'est très joli, mais tout le monde ne peut pas suivre au même rythme. Moi, si je peux, je prends ma poubelle, je prends pour 2 autres et j'aide. Et si vous le faites dans votre rue, vous ne seriez pas le seul à le faire. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 autres, 5 autres comme vous qui seraient en capacité de prendre la leur propre et de prendre encore 2 ou 3. Parce qu'à la fin, si vous vous faites chez vous et que les agents passent et nettoient régulièrement, que c'est bien propre, et que les autres, il y a toujours des ordures qui débordent, ou bien quand on vient soulever, ça se répand, vous n'êtes pas non plus heureux d'être dans cette rue. Et les mouches qui vont se promener par là viendraient se poser sur les nourritures chez vous aussi. Vos enfants peuvent manger cela. Et donc, nous tous, on a intérêt à ce que le cadre de vie il soit assaini. Et ça, nous pouvons faire des efforts pour y contribuer. Dernièrement, le Bénin a fait entendre sa position par rapport à la question de la dette à Paris récemment. Et on constate que ça commence par faire école un peu dans la sous-région, parce qu'on a noté que le président togolais et le président Ouattara aussi allaient dans cette même direction. Quels seront les prochains défis en termes de mobilisation de ressources pour, disons, soutenir un peu tous les efforts de réforme structurelle? Il y a les grandes infrastructures qui sont encore en cours, de gros projets. Voilà. Le président Patrice Talon a l'habitude de dire que le Bénin ne veut pas être donneur de leçons. Nous ne donnons de leçons à personne. Le Bénin croit en son destin. Le Bénin a décidé de se prendre en charge. Et les Béninois, de toutes obédiences, aujourd'hui, de toutes conditions, constatent que, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui se passe dans notre pays. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais on est tous d'accord qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en marche. Si l'on a pu avoir une position qui, au début, n'était pas comprise, mais qu'aujourd'hui, les uns et les autres se rendent compte que c'est le Bénin qui a eu raison, c'est à l'actif du président Patrice Talon, c'est à l'actif de son entourage, mais c'est à l'actif de tous les Béninois. Parce que c'est aussi les aspirations des Béninois qui inspirent le président Patrice Talon dans ce qu'il fait et qu'il croit être le mieux à faire aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, pour le bien de notre pays. Et donc, il n'y a pas de commentaire particulier à faire sur l'attitude que les pays que vous avez cités viennent d'adopter finalement, mais c'est tout heureux de savoir que, on a peut-être vu juste plutôt que les autres. Mais justement, sur la question de l'endettement, M. Wilfried Langbédi, d'aucuns estiment que le Bénin, sous Patrice Talon, s'endette un peu trop et que la génération ou les générations à venir devront payer, en réalité, aujourd'hui, tout ce qui est fait sur le marché financier international. Et parce que vous êtes journaliste économique, me semble-t-il, vous avez relevé plusieurs fois que le Bénin ne s'endettait pas trop, que nous sommes encore largement dans les limites fixées par les normes communautaires, c'est-à-dire bien loin des 70% possibles. Mais, au fond, la vraie question, est-ce sur l'opportunité de l'endettement ou sur à quoi sert l'endettement? C'est surtout à quoi sert l'endettement. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Le ministre des Finances a eu l'occasion de l'expliquer suffisamment. Quand le Bénin va lever des financements, parfois, nous levons à des conditions beaucoup plus accessibles, vous dites concessionnelles, pour rembourser d'anciennes dettes et investir ensuite dans les grands projets, les grands travaux qui sont en cours. Et tout ça, c'est pour améliorer les conditions de vie des Béninois d'aujourd'hui et ceux de demain, puisque vous parlez des générations à venir. Cela fait que, quand vous levez des financements pour donner de l'eau à tout le monde, les Béninois de demain auront de l'eau. Ils ne vont plus faire les mêmes investissements qu'aujourd'hui. Ils vont ajuster, ils vont éventuellement réparer, mais ils ne vont plus faire les mêmes investissements aujourd'hui. Demain, les défis seront autres. Quand ils vont lever des financements, ce serait pour faire encore d'autres choses. C'est ça. Et donc, la vraie question que nous devons nous poser, quand le Bénin lève
du financement, qu'est-ce qu'il fait avec? On est sûr aujourd'hui qu'il n'est pas gaspillé, on est sûr qu'il n'est pas volé, et on est davantage rassuré quand on voit la transformation du pays en cours. On est rassuré de savoir que l'argent qui est levé, comme l'argent que nous payons tous au titre de nos impôts et contributions, cet argent-là, il sert la cause du développement de notre pays. Le ministre Ouadani, à la sortie de cette réunion de Paris, pointait du doigt le fait qu'il va falloir que les prélèvements intérieurs, que l'assiette fiscale, en tout cas, soit un peu plus élargie. Pourquoi, d'après vous, les Béninois, même s'il y a eu des efforts ces dernières années, qu'est-ce qu'il y a encore à faire pour inciter les citoyens à quand même essayer de payer leurs impôts, pour le dire de façon très prosaïque? Déjà, j'ai donné l'exemple de cette maman tout à l'heure, ce qui laisse penser qu'il y a une révolution des mentalités qui a commencé. Les gens se sentent de plus en plus concernés par la cause du développement national. Quand le ministre parle d'élargissement de l'assiette fiscale, vous avez bien noté qu'il s'agit de faire l'effort d'adresser le maximum de personnes possible. Vous prenez l'impôt foncier, il y a des communes où on lève peut-être à hauteur de 2, 3, 5% des capacités. Si l'administration se renforce et fait en sorte que, et je connais moi des Béninois qui font eux-mêmes les démarches d'aller vers l'administration fiscale pour dire par exemple, j'ai une parcelle à tel endroit, j'en ai une autre là et je ne reçois jamais d'avis d'imposition, je voudrais bien payer. Si nos administrations locales, les mairies, font l'effort de se moderniser, de s'organiser de façon à ce que la plupart, pour ne pas dire tous ceux qui sont censés contribuer, fassent la démarche, il va y avoir davantage de financements levés, aussi bien au niveau communal qu'au niveau national. Et tout cela aura pour effet de rendre encore plus disponibles les ressources qui vont servir à l'œuvre de développement. Eh bien, c'est de ça que parlait le ministre d'État Ouadani. Évoquons, si vous le voulez bien, pour finir, la vaccination préventive au Covid-19. Les Béninois semblent encore visiblement traîner les pas. Une appréciation, une exhortation? Votre appréciation doit être en retard de quelques informations. Parce que j'ai noté, en relation avec les services du ministre de la Santé, qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour la question. Dès le départ, effectivement, cela a suscité des craintes et même de la méfiance. Bien sûr. Mais aujourd'hui, les centres de vaccination sont de plus en plus fréquentés. On note un certain engouement. Il n'est pas encore de l'ordre de ce que nous souhaitons parce que le vaccin est disponible, mais il y a de plus en plus d'intérêt. Et c'est le lieu de dire à nos compatriotes que les spécialistes et le ministre de la Santé en premier, ils l'ont dit et répété, il n'y a pas plus de risque à se faire vacciner qu'à prendre n'importe quel autre médicament. Le président de la République a été vacciné et nous avons tous vu les images. Le ministre de la Santé a été vacciné. Les autres ministres, les membres des institutions de la République ont été vaccinés. Et vous-même, moi qui vous parle, je me suis fait vacciner. Donc, voyez-vous, si toutes ces personnalités se sont fait vacciner, si vous aviez même des raisons de crainte, vous vous dites, mais eux-mêmes là, ils ont fait, non? Pourquoi pas? Il faut dire à nos compatriotes, ceux qui sont encore réticents, que c'est la réponse que la science a trouvée à la pandémie aujourd'hui. En dehors des mesures préventives, la vaccination, c'est la réponse scientifique. Et il nous faut y aller. Ceux qui voyagent ne se posent plus beaucoup ces questions parce qu'ils savent qu'à terme, il va peut-être falloir présenter un passeport vaccinal avant de pouvoir voyager. Donc, eux, ils vont le faire. Les autres qui ne se sentent pas intéressés tout de suite par le voyage, ils ne savent pas non plus quand est-ce qu'une opportunité peut arriver de voyager. Oui. Dans tous les cas, c'est une question de santé publique et il faut dire à nos compatriotes que c'est utile de se faire vacciner. Alors, Wilfried Kumbedji, nous sommes à la fin de cet entretien. Un dernier mot? Mais je dois vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez donnée de venir plancher devant vous et vous rassurer de la disponibilité du gouvernement à répondre aussi souvent qu'il le faudra aux préoccupations, aux invitations de la presse, tous supports confondus, pour que l'information juste, la bonne compréhension des choses se dissémine de plus en plus au sein de l'opinion. François-Xavier Noumon, merci d'être resté avec moi pour conduire ce plateau. Monsieur le porte-parole du gouvernement, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir chez vous.